Parce qu'en fait, Karim Ben Salah, donc de Rennes, ne pouvait pas être disponible. Et donc, je vais laisser Nadia introduire Karim. Bonjour Karim, tu nous entends? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends de très loin. Bon, nous, on t'entend très très bien. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien parce que je ne vois plus la salle. Tout à l'heure, je voyais la salle. On te voit très bien et on t'entend parfaitement. Donc, merci beaucoup Karim de nous présenter l'urétéroscopie sanguine. Donc, est-ce que c'est encore un débat? Est-ce que c'est encore une histoire d'école? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des indications spécifiques ou pas? Voilà, Karine Ben Salah, qui est donc professeure au CHU de Rennes, qui va nous parler. Malheureusement, qui n'a pas pu être avec nous à Chamonix. Tu loupes de super paysages, tu loupes un temps magnifique. Donc, ce sera pour une autre fois. Mais merci beaucoup de nous faire quand même partager ton expérience. D'accord. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Ok, merci Nadia pour l'introduction. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, vous voyez tout? Alors, on voit tes deux écrans, en fait. Donc, on voit pas... Ah, vous voyez... Ah, juste alors. Ouais. Est-ce que vous voyez ma présentation? On voit ta diapo actuelle et ta diapo d'après. Ah, alors attends. Bon, bah tant pis. Je vais voir si je peux. Et là, vous voyez tout là ou pas? Bon, mets-toi peut-être en mode présentateur plutôt qu'en mode... ouais, je suis en mode présent. Alors, normalement, attends. Au lieu du diaporama, mets-toi en présentateur, là, tu sais, le petit livre ouvert. Mon problème, c'est que j'ai deux écrans. Et avec deux écrans, souvent, des fois, ça... Attends, en bas... Ouais, là, non, pas celui-là, celui d'à côté. Celui juste un tout petit peu à gauche. Alors, où ça? Attends, remets-toi, voilà. Au lieu du diaporama, là, que tu as cliqué... Diaporama, mode présentateur. Mode présentateur, où est-ce qu'il est? Remets-toi en bas. Remets-toi en bas, là où tu avais cliqué sur le diaporama. Tout en bas. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Là, non, clique celui qui est juste un tout petit peu à gauche. Le livre, là, ouvert. C'est bon comme ça? Non, le livre ouvert. Le livre ouvert, juste à côté, à gauche. Je peux y aller alors? Ok. Bon, je vous entends que de loin. Je considère que c'est bon. Et tant pis si vous voyez mes diapos d'après, c'est pas grave. Allez, c'est parfait, Karim. L'essentiel, c'est qu'on discute. Alors d'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je regrette deux choses. D'abord, la première, c'est de ne pas être avec vous. J'en suis sincèrement désolé. Et la deuxième, c'est d'avoir demandé une faveur de dernière minute parce que, qui est justifiée. Je dois faire un cours aux étudiants de 16h15 à 18h et donc malheureusement, ça tombait en plein milieu d'après-midi. Donc merci beaucoup de me faire passer avant. Je vais essayer de ne pas être trop long. Vous allez voir, il ne va pas falloir beaucoup de temps. Pour Nadia, tu demandais si jamais il y avait toujours un débat. À mon sens, il n'y en a pas. Je vais essayer de vous en convaincre. La gaine d'accès durant l'urétéroscopie à une activité on ne peut plus commune qui nous concerne tous n'est pas nécessaire. Alors, quels sont les avantages supposés de la gaine d'accès? Attends, je vais comme ça. Est-ce que c'est toujours pareil? Vous voyez passer les diapos? Ouais, bon. Oui, alors, les avantages supposés de la gaine d'accès, c'est que ça facilite l'accès aux cavités rénales, ça peut diminuer la pression rénale, ça peut faciliter pour ceux qui en sont partisans l'extraction des fragments. Beaucoup disent ouais, puis en plus ça évite de casser les urétéroscopes. Et pas mal d'autres ajoutent que ça facilite l'irrigation, on voit mieux, c'est beaucoup mieux. Bon, tout ça, ce sont des avantages théoriques. Et mon message, il est vraiment simple, c'est d'oublier la gaine d'accès. Voilà, alors attendez, là on ne voit plus rien du tout. Ça ne passe plus. Ah si, voilà.
Oubliez les gaines, vraiment, c'est pas utile. Vraiment, moi j'ai vraiment essayé depuis le début de mon expérience de travailler sans. C'est quelque chose qui c'est un sujet dont je suis d'autant plus content d'en parler aujourd'hui que c'est quelque chose que je martèle aux jeunes de chez nous et que bien souvent, je m'aperçois quand ils vont s'installer à droite à gauche qu'ils se mettent à utiliser des gaines. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais bon, ben la vie est ainsi faite. Alors, moi, on a commencé à Rennes l'urétéroscopie souple vers 2008-2009. Et d'emblée, tout le monde me disait, que ce soit les industriels ou les key opinion leaders, à l'époque, il y avait bien qu'Olivier Traxer qui faisait ça, il disait il faut absolument mettre une gaine, c'était comme ça, c'était un dogme. Et moi, mon sentiment personnel, c'est que c'était vraiment très invasif, c'était des grosses gaines et ça me plaisait pas beaucoup. Donc, j'ai décidé d'emblée d'essayer de faire sans et je me suis aperçu que ça se faisait relativement bien. Et on a pu, au début de notre expérience, publier, ça c'est un article qui a été fait par un de mes internes, Gaëtan Berquet, qui est maintenant installé à Nantes. Vous voyez, notre expérience initiale, près de presque 400 urétéroscopies, avec ou sans gaine, des tailles de calcul comparables. Et quand on regardait le taux de sang fragment ou le taux de complication, ben, vous voyez qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Alors évidemment, c'est une étude rétrospective, il y a plein de biais qui sont associés à ça. On essayait le plus souvent de ne pas mettre de gaine, mais comme c'était le début d'expérience, de temps en temps on en mettait sans vraiment trop savoir pourquoi. Mais voilà, données de vie réelle, qu'on mette une gaine ou qu'on n'en mette pas, en tout cas dans notre expérience à Rennes, ça ne changeait pas grand-chose. Alors la technique, elle est assez simple. Je vous ai pas mis de vidéo parce que franchement c'est très très simple. Ça c'est une ancienne vidéo où je montrais que on pouvait monter très facilement sans scopie, sans rien du tout. Moi j'utilise qu'un seul guide. J'utilise pas de guide de sécurité. Autant que possible, j'essaye de monter sous contrôle visuel. Parfois c'est simple, parfois ça l'est moins. Alors à ce moment-là, je fais un contrôle scopique pour pouvoir monter. L'irrigation, je ne me sers pas de pompes qui fonctionnent toutes seules. Je me sers d'une irrigation naturelle et j'ai une pompe d'appoint qui est actionnée par LED. J'utilise selon les cas l'azérolnium ou tulnium. Je fais que du dusting. Je ne retire pas les fragments un à un. Je n'en ai pas la patience et je ne crois pas que ce soit utile. Et j'essaye autant que possible de ne jamais laisser de sonde double J. Donc, vous voyez, technique tout à fait simple. Et quand on fait ça, ça c'est pour vous remettre en image notre expérience initiale, ben vous voyez que ce soit le taux de sang fragment, que ce soit les complications, une répartition à peu près égale de personnes avec gaine ou sans gaine, eh bien on voit que ça ne change rien, que ce soit au niveau des résultats ou des complications. Ça, c'était notre expérience rennaise initiale. À l'époque, je prêchais un peu dans le désert, tout le monde m'écoutait, on me faisait parler dans les congrès, on me disait ouais c'est sympa, mais tout le monde utilisait des gaines quasiment. Et moi je continuais à faire ça, et comme je vous ai dit, moi la plupart des chefs, quand ils allaient s'installer, ils se mettaient à utiliser des gaines, et j'ai jamais trop compris pourquoi. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées, et pour appuyer mon message, je vous cite 2 méta-analyses récentes, qui ont analysé de façon bien faite, je les ai lues attentivement. Celle-là, elle date de 2019, elle est faite par les Chinois. Vous voyez, les preuves de cette méta-analyse indiquent que l'utilisation des gaines d'accès pendant l'urétéroscopie pour des calculs et qui en est associé à aucun avantage manifeste. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est Olivier Traxer, a été publié dans le BJU en 2018. Pareil, l'analyse de tout ce qui se faisait dans la littérature, elle est abondante sur le sujet. Je vous fais grâce de tous les tableaux qui y sont. Je vous livre juste la conclusion. L'impact réel de la gaine d'accès sur les résultats de l'urétéroscopie sont un peu plus mesurés, dit reste peu clair. Voyons un petit peu les choses en détail. Alors, souvent, le principal avantage qui est mis en avant, c'est que la gaine d'accès diminue la pression dans les cavités. C'est vrai. Alors, la seule étude sur l'homme que j'ai trouvée, c'est celle-là. Il n'y a pas beaucoup de patients, mais les
les opérateurs se sont embêtés à calculer la pression avec un cathéter de pression cardiaque, d'abord sans la gaine, puis après avec la gaine. Au sein du même patient, ils ont trouvé clairement une diminution des pressions dans les cavités selon qu'on utilise la gaine ou pas. Donc ça va être entendu par ceux qui disent, qui préconisent l'utilisation d'une gaine. Il y a des nouveaux dispositifs promus des industriels qui permettent de mesurer la pression en temps réel, mais je ne suis pas au courant, moi, et je n'ai jamais vu dans la littérature quelconque preuve qui puisse dire que faire une uréteroscopie avec une pression moindre est pour le patient. Que travailler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avec une pression dans le rein se fasse au détriment du patient. Deuxième chose, quand on regarde les taux de sang fragment, j'ai pris les séries les plus importantes qui sont dans les méta-analyses, des séries, vous voyez, avec plusieurs centaines de patients. Et bien, lorsqu'on les compare, vous voyez que dans toutes les séries, que ce soit en France, en Asie ou ailleurs, les taux de sang fragment sont toujours les mêmes, alors avec tous les biais là aussi qui sont associés à la définition du sang fragment, c'est très variable selon qu'on considère que ce soit moins de 2, 3, 4 mm ou 0 fragment, selon qu'on considère, selon qu'on examine le taux de sang avec l'échographie, le scanner ou l'IRM, eh bien, vous voyez, il n'y a pas de différence. Et dans beaucoup d'études, il y a un signal qui nous dit qu'il y aurait peut-être le tracas qui utilise des gaines d'accès. Il y a plus de visites dans les services d'urgence, le temps opératoire ça dure plus longtemps. Mais on commence à voir déjà, quand on regarde les résultats, que l'avantage de la gaine n'est pas si de grosse évidence pour dire que la gaine fait mieux. Et récemment, on a eu le premier récent randomisé, en tout cas c'est le seul que je souhaite. Les Indiens qui ont fait ça, mais c'est une belle étude, 80 patients randomisés, la moitié dans le groupe sanguin, étaient tous comparables pour et la complexité des calculs. Et là, une évaluation très précise du taux de sang fragment à un mois avec un scanner, aucune différence, que ce soit avec ou sans gaine. Préopératoire comparable. Vous voyez, alors même si ce n'est pas significatif, encore un signal vers un peu plus de complications dans le groupe où l'accès avait été utilisé. Si on s'intéresse à la douleur post-opératoire, c'est un sujet qui est un peu complexe, toujours très difficile d'évaluer la douleur après urétéroscopie. Les résultats sont discordants, il n'y a pas vraiment de preuves qui favorisent une technique par rapport de ci, de là, plusieurs séries qui évoquent quand même qu'il y aurait plus de retours d'hospitalisation ou aux urgences après l'urétéroscopie avec une gaine et peut-être, je parle vraiment au conditionnel, plus de douleur. La fabrication de l'urétéroscope, qui est agitée par certains et par beaucoup d'industriels pour promouvoir la gaine, je vous cite sur le sujet, il y a tout un paragraphe dans la méta-analyse faite par Olivier, et voilà la conclusion. À cette date, aucune des études qui concernent le fibroscope n'a testé l'hypothèse que la gaine pouvait prolonger la durée de vie des urétéroscopes, et aucune de ces études ne s'est intéressée à ce que moi je trouve un des inconvénients de la gaine, c'est que bien souvent l'urétéroscope vient buter sur l'extrémité supérieure de la gaine. Et puis surtout, ça ce sera presque le mot de la fin, l'utilisation d'une gaine d'accès est associée, alors ça il y a beaucoup de choses dans la littérature, à une incidence très élevée de traumatismes urétéraux. Et celui qui a le mieux montré ça, le premier qui a mis le doigt là-dessus et qui a le mieux montré ça, c'est Olivier qui en 2012 s'était employé sur près de 300 urétéroscopies à bien évaluer. Il avait déjà à l'époque les urétéroscopes vidéo numériques. Il avait regardé de façon systématique, après l'urétéroscopie, là je suis désolé, ce sont des petites vidéos mais qui ne se lancent pas, si jamais il y avait des traumatismes, il avait retrouvé 50%, donc une fois sur deux, il y avait des lésions urétérales.
la plupart du temps bénignes, mais parfois des grades 2 et 3, des lésions sévères avec des uretères qui pouvaient être complètement fendues. Olivier, qui est un grand ami, je lui disais toujours, mais pourquoi tu continues à utiliser des gaines d'accès alors que... Et sa réponse était, je ne sais pas trop. Et voyez-vous, il y a ces lésions urétérales. Alors, quel est l'impact de ces lésions? Est-ce qu'elles se traduisent en complications sévères par la suite? On ne le sait pas. Il n'y a pas d'études qui se soient systématiquement intéressées au sujet, mais pour moi, c'est vraiment un élément supplémentaire qui doit vous faire douter et qui fait une gaine d'accès. Dernier point de ma présentation, un exemple pour peut-être limiter la gaine d'accès dans certains cas. C'est l'exemple d'une femme que j'ai récemment traitée, qui avait 55 ans, qui m'a été adressée pour voyez, ce calcul complexe du rein droit. J'ai essayé de lui faire une totomie percutanée, j'ai réussi à fonctionner, j'ai réussi à passer mon guide, mais c'est une petite dame avec un rein hypermobile, je n'ai jamais réussi à bien dilater le trajet et accéder correctement aux cavités. Probablement elle aurait réussi les doigts dans le nez, mais moi j'ai dû constater mon échec, donc je lui ai plutôt à la place proposé de faire plusieurs urétéroscopies avec le laser thulium, et ce qu'elle m'a fait, la première urétéroscopie, ça a duré 1h20, j'ai fragmenté à peu près 60% du calcul, avec une puissance que j'estime raisonnable, c'était bien, et bim, elle m'a fait le choc septique, avec des choses que je ne voyais jamais avec le laser holmium, un espèce, voyez, de dépenchement. Elle est allée en réanimation, je lui ai dit, bon, c'est pas de bol, et je lui ai refait une deuxième urétéroscopie, et paf, elle m'a refait exactement la même chose. Donc, depuis l'introduction du laser thulium dans la pratique, j'ai eu des problèmes que je ne voyais jamais avec le laser thulium. Donc, je reconsidère la gaine pour certaines indications parce que, quand même, il y a un signal que les gaines pourraient être associées à moins de complications infectieuses. Ça, c'est les résultats d'une étude observationnelle qui a été faite par Olivier Traxler sur près de 2200 patients dans le monde entier, une étude observationnelle sur 1 an, et vous voyez que l'utilisation de la gaine d'accès était associée à une diminution des complications infectieuses, que ce soit la plus simple, la fièvre, ou la plus grave, le sepsis. Et donc, pour cette raison, moi, je pense que peut-être, c'est ma conclusion, il n'y a pas vraiment un bénéfice quelconque de la gaine d'accès, donc moi, je ne recommande pas son utilisation en pratique courante. Elle est potentiellement dangereuse. Ça augmente les coûts de l'urétéroscopie, qui déjà, je crois, pour l'établissement, notamment dans le secteur libéral. Il y a juste, avec l'arrivée des nouveaux lasers, quand il y a des grands calculs et qu'on se lance sur les urétéroscopies, on peut considérer de mettre une gaine d'accès, mais c'est peut-être finalement plus simple d'en rester au laser holmium qui évitera les problèmes. Voilà. La conclusion, c'est pas de gaine, à mon sens, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup pour l'invitation et je serai ravi de répondre aux questions avec vous si j'arrive à vous entendre. Merci beaucoup, Karim. Tu nous entends là? Là, je... Oui, Karim, tu nous entends? Oui, vous m'entendez plus, vous? Si, c'est tout bon. Le son n'est pas terrible, mais on t'entend. Moi, je vous entends, je t'entends. Je prends l'oreille, c'est tout. Bonjour Karim, Didier Leger. Bonjour Karim. Didier. J'ai une petite question parce que par rapport à ton discours aujourd'hui, ça peut déstabiliser un peu nos jeunes parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à leur dire mettez une gaine, mettez un guide de sécurité, mettez une double J. Les positions d'Olivier Traxler et d'autres qui font pas mal de lithiase sont plutôt des positions très sécurité. Et toi, tu as un discours aujourd'hui qui est plus simple et qui peut nous déstabiliser un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y aura à un moment donné à l'affût et au sein des urologues qui font beaucoup de calculs, une position qui sera unanime pour faire en sorte que pour nous tous au quotidien, on y voit un peu clair? Et je termine ma question. Ou alors tu penses qu'aujourd'hui, on doit rester avec les mêmes recommandations, c'est-à-dire des gaines, des guides, des double J, parce que nous n'avons pas tous ton expérience? Et est-ce que peut-être progressivement,
on pourra faire évoluer nos recommandations. Tu penses que l'on a, il est temps de se positionner contre la recommandation, enfin, pour les recommandations pour éviter les gaines, c'est ça? En gros, c'est ça, c'est de dire, d'essayer d'avoir en tout cas une position peut-être unanime de tous ceux qui pratiquent. Nous, on est impressionné par tes pratiques, mais tu fais beaucoup d'urétéroscopie. Ce n'est pas le cas de tous les urologues en France. Et tu as un discours qui peut nous déstabiliser un petit peu. Est-ce que, voilà, j'aimerais que tu nous dises, est-ce qu'on continue, nous, à être plutôt en toute sécurité, comme a l'air de le conseiller Olivier? Est-ce qu'on peut évoluer doucement en fonction de nos pratiques? C'est, voilà. On ne t'entend plus, Karim. Moi, je pense que déjà, c'est pas forcément une bonne chose de dire aux internes de ne pas mettre de guide. Je pense qu'au minimum, le guide, il faudrait quand même le garder. S'il y a le moindre souci, ils peuvent toujours positionner une double J. La gaine, il n'y a pas de problème, ça se discute. Mais le guide et puis la JJ au moindre doute, je pense que ça, on ne peut pas retirer ce message aux jeunes. On ne t'entend plus du tout, Karim. Plus du tout. Ah ben mince. Ah, ça y est, on t'entend. Ouais, en fait, on t'entend pas du tout, là, Karim. Ah, ton micro est coupé. Non, j'ai Ah, ça y est. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon, d'accord. Bon, pour répondre à la question de Didier, je pense que bon, les recommandations, tu sais bien, Didier, c'est toujours une question de mesure. Difficile de se prononcer pour ou contre, sont certaines. Je pense que, vu des preuves que l'on a avec les essais randomisés, tout ce qu'on peut dire, c'est que faire sans gaine, c'est moins bien que faire avec gaine. Il n'y a pas d'histoire de sécurité. Donc, à mon sens, on pourrait dire que la gaine n'est pas utile, mais peut être utilisée, et après, chacun fait comme il veut. Et je suis sûr que si on faisait là, que vous êtes, plus de personnes utilisent des gaines les personnes qui utilisent des gaines sont sans doute beaucoup plus que ceux qui n'en utilisent pas. C'est un côté rassurant. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça m'a toujours fait très peur de monter cette gaine à l'aveugle dans l'urtère. Voilà. La question, c'était est-ce qu'il faut un terme d'en mettre systématiquement? Non, au moins de pas donner comme consigne aux internes de ne pas avoir de guide de sécurité. Je pense que autant la gaine, il y a pas de souci, ça se discute au cas par cas, où on peut donner, avoir des habitudes avec ou sans gaine. Autant le guide de sécurité, ça me semble pas raisonnable de dire aux internes qu'il ne faut pas en mettre. Une opinion tranchée sur la question. Moi, j'ai arrêté au début, je mettais un guide de sécurité et j'ai arrêté de le faire parce que, après avoir fait, je sais pas, 200, 300 urétéroscopies, parce que ça ne m'avait jamais sauvé la mise. Et il y a des publications qui mettent en doute l'utilité du guide de sécurité. Maintenant, défaut de faire du bien, ça ne fera pas de mal, et mettre un guide de sécurité, ça n'est absolument pas un souci. Donc, je suis assez d'accord avec toi qu'il faut recommander la sécurité aux plus jeunes. Et une petite question, tu utilises des urétéroscopes de quelle taille? Est-ce que c'est des 9, des 7,5, des plus petits? Nous, on a de la chance, on a le 7,5. On a deux types d'urétéroscope. Je ne sais pas comment c'est pour vous. On a l'urétéroscope numérique de chez Olympus qui est très gros, les T5 de chez Olympus, et on a les nouveaux urétéroscopes à usage unique qui sont des 7,5 charrières. On a pas d'en utiliser autant qu'on veut, mais ceux-là ils sont géniaux parce qu'ils sont plus petits. Donc ceux-là ils montent encore plus facilement.
du RFP5. Moi, j'aime beaucoup le prendre d'un bout effilé. Je ne sais plus quelle est la charrière au bout, je crois. Et qu'il monte très facilement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup. Merci. Et d'avoir été là. Ok, on va passer. Merci.